Et bonjour à ceux qui sont éloignés. Et merci à nos orateurs d'être avec nous ce matin, et notamment le patron de Fagas, qui se souviendra que nous étions ensemble à la réunion Aspen, à Annecy, il y a quelques mois. Donc, nous inaugurons aujourd'hui la première séance d'une nouvelle commission, qui est la commission économie et finances, qui est présidée par Mathilde Périnet, ici présente. Mathilde, je te remercie d'avoir pris cette responsabilité. Et nous allons aujourd'hui évoquer le sujet des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que les instances financières mondiales euh, peuvent avoir comme influence sur notre présence à nous autres entreprises en Afrique. Je ferai juste un petit commentaire sur les besoins financiers de l'Afrique qui me semble être marqué par la décision de ces instances-là. Il me semble, mais ça je parle sous votre contrôle, à vous tous, que l'Afrique est en ce moment, dans certains cas, un peu en shortage de financement, elle manque de financement, et il y a une raison à cela, me semble-t-il, c'est qu'il y a d'autres besoins de financement absolument gigantesques qui se font jour sur la planète. Je pense à l'Inflation Reduction Act des États-Unis qui va mobiliser plusieurs centaines de milliards. Je pense à l'effort de réduction de la chaleur et l'effort écologique sur la planète qui, là aussi, attire des centaines et des centaines de milliards. Et je pense aux opérations de relance qui ont été faites notamment en Europe pour relancer l'économie, sans parler des efforts de guerre et des réarmements des principaux États du monde. Ces quatre ou cinq données mises ensemble font que dans les arbitrages des financements disponibles, qui ne sont pas extensibles sans limite, il y a du coup un risque que l'Afrique passe en deuxième rang et donc du coup et des difficultés pour obtenir ces financements. Voilà le genre de choses qui nous intéressent au plus haut chef pour l'Afrique, parce que s'il n'y a pas de financement suffisant en Afrique, il y aura moins d'investissements, il y aura moins de ressources pour les États, il risque d'y avoir un peu plus de harcèlement fiscal. Enfin, c'est des sujets qui nous occupent au premier chef, même si, en premier abord, ils peuvent sembler un peu éloignés de nos préoccupations quotidiennes, je ne le pense pas. Donc, très heureux d'inaugurer cette séance et, ma chère Mathilde, sans plus tarder, je te passe la parole, ainsi qu'à tes collègues qui ont eu la gentillesse de venir nous éclairer ici. Je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, Étienne. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Comme le disait Étienne, c'est la première session de la commission économie et finances du CIAN qui a été nouvellement créée cette année en janvier. Et donc, nous avons pensé que c'était une bonne idée d'entamer l'année avec un récap des différentes annonces et des différents développements qui ont pu avoir lieu dans le contexte des rencontres du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues en avril dernier à Washington. Donc, comme vous le savez, c'est un événement qui réunit à la fois des banquiers centraux, des ministres chargés des finances, du plan, de l'économie, du développement, également des membres du secteur privé, des acteurs de marché, que ce soit des banques, des investisseurs, des agences de notation, et puis aussi des membres de la société civile, comme des fondations ou des journalistes. Aujourd'hui, on a pensé que c'était précieux d'organiser une session pour échanger sur les différentes annonces qui ont pu avoir lieu, que ce soit sur l'architecture financière internationale, mais également sur les perspectives de croissance dans la zone et dans le monde. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Ndieto Tiraina Yambaye, le directeur général du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique qui est en ligne aujourd'hui depuis Cotonou au Bénin et qui est également ancien ministre de l'économie, du plan et du développement du Tchad et qui a été également un ancien administrateur du FMI. Avec nous également Monsieur Aurélien Mali, analyste principal et vice-président au sein de l'agence de notation Moody's, qui est avec nous depuis Dubaï. Et avec nous ici dans la salle, Maxence Létard, associé chez GSA, spécialiste des questions de marché des capitaux, et Théo Marais, associate également chez GSA, spécialiste des questions d'architecture financière internationale et de restructuration de la dette. Donc sans plus tarder, je vous propose donc de commencer par un échange avec nos panélistes, et puis on pourra avoir l'opportunité de tenir une petite session de questions-réponses si vous avez des interrogations ou des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc, je vous propose d'entamer le tour de table. Il sera structuré autour de trois thématiques.
Dans un premier temps, je laisserai la parole à chacun pour pouvoir échanger sur les perspectives économiques de la zone et le sentiment de marché pour la zone Afrique subsaharienne. Dans un deuxième temps, pour rebondir sur ce que disait Étienne, on ira plus dans le détail sur la question des défis de financement des pays de la zone. Et enfin, plus précisément, on pourra revenir sur les innovations financières qui ont été observées ou en train d'être mises en œuvre dans la zone. Donc, je me tourne vers Aurélien, Oui, j'ai vu. euh, Merci. Monsieur Mali. D'accord. Donc, Monsieur Mali, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur vos perspectives pour l'année 2024 dans la zone, sachant que les agences sont souvent représentées à Washington lors des rencontres du FMI et de la Banque mondiale. C'est une opportunité pour vous de rencontrer à la fois les investisseurs, mais également les souverains. Donc, au regard de ces différents échanges, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les perspectives pour 2024? Merci. Bonjour à tous. Je suis très content de participer à cette conférence et surtout qu'elle se passe en français, elle se déroule en français. Juste pour, avant de répondre à cette question, effectivement, les agences de notation, on rencontre les émetteurs que l'on note durant les réunions du FMI, que ce soit les réunions d'avril ou les réunions d'automne. Comme vous le savez, Moody's note, ou peut-être vous ne le savez pas, 28 pays en Afrique avec une croissance de couverture qui a été importante depuis les années 2010. C'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis déplacé à Dubaï. Et donc j'ai fait les premières notations de presque tous les nouveaux pays qu'on a notés entre 2010 et aujourd'hui. Euh, donc, avant de vous donner les perspectives 2024, je tiens à dire que nos perspectives, ce sont des perspectives qui tiennent en compte sur la qualité de crédit d'un émetteur. Donc, encore une fois, c'est la notation de crédit, sa capacité et sa volonté à rembourser une dette. Alors, la perspective de 2024, on a publié un papier dessus. Elle est négative en ce qui concerne la qualité de crédit des émetteurs en Afrique. Et je vais expliquer pourquoi c'est le cas et également donner mentionner les principaux risques que l'on voit qui justifient cette perspective et également les aspects positifs que nous notons. Donc, lorsqu'on regarde les fondamentaux des crédits des pays d'Afrique subsaharienne, la principale raison, c'est le fait que les charges de la dette sont élevées et il y a des risques sur les financements à des taux abordables, qui fait qu'il y a une sorte d'un effet boule de neige d'un surendettement. C'est le premier grand risque. Mais avant de détailler ça, je dois dire qu'il faut bien comprendre que 2024 se situe dans une série qui a été particulièrement difficile pour le continent d'années, avec de nombreux chocs qui ont accéléré des tendances qui apparaissaient déjà, donc sur l'endettement, sur une vulnérabilité extérieure accrue. Et c'est la pandémie, c'est les chocs sur les matières premières auparavant, la pandémie en 2021-2020. Il y a eu ensuite le choc d'inflation mondiale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a encore plus dégradé les finances publiques, plus aussi un impact sérieux sur la position extérieure de beaucoup d'États en Afrique. Et cette accélération de la détérioration des finances publiques que l'on a vue s'explique aussi parce que beaucoup des pays étaient plus fragiles dans leur capacité à développer une solution pour amortir ces chocs. Donc, ils devaient à la fois essayer de soutenir leur économie, mais également de protéger les plus vulnérables. Et ils n'ont pas les marges de manœuvre qu'ont les pays avancés pour ce faire. Donc, la grande différence entre les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique même dans son entièreté, et les autres zones, c'est que l'accumulation de dettes s'est traduite par une très grande détérioration de leur capacité. Donc,
ce qui explique qu'à force d'avoir tous ces chocs qui se sont enchaînés, on a vu un grand nombre de pays faire défaut. Je nommerai juste quelques-uns. Donc, il y a eu la Zambie, le Ghana, le Mali, le Niger, l'Éthiopie, le Mozambique, etc. Certains pays ont dû aller d'ailleurs au cadre commun pour essayer de restructurer la dette. Donc, comme je le disais, pourquoi encore en 2024 on a une perspective négative? C'est parce que une partie de ces problèmes structurels n'ont pas disparu. Alors, le premier, comme je l'ai mentionné, c'est la soutenabilité de la dette, alors que les finances publiques de beaucoup de pays sont quand même très affaiblies. Le deuxième, c'est la vulnérabilité extérieure. Donc, il y a eu des déficits de la balance des transactions courantes qui a été très élevé pendant un certain nombre d'années. Les balances des paiements étant négatives, les réserves ont baissé. Il y a eu euh, euh, à cause de cela des dépréciations des monnaies dans beaucoup de pays, ce qui a accentué aussi une instabilité macroéconomique, renchérissant la dette en particulier. Et une bonne partie aussi des pays avaient, la décennie précédente, émis un nombre d'obligations sur les marchés financiers. La remontée des taux, qui fait partie aussi des chocs que le continent auquel le continent doit faire face, a fait que l'accès est devenu beaucoup plus contraint pour les pays, pour une bonne partie des pays, pour pouvoir non seulement accéder à des devises pour soutenir leurs réserves, mais aussi pour pouvoir honorer les dettes qui arrivent à maturité. Et donc, ça a créé beaucoup d'incertitudes et les spreads se sont envolés. Donc, cette vulnérabilité extérieure, elle continue aujourd'hui. On a beaucoup de pays qui ont toujours besoin d'accéder au marché de capitaux. On a vu, par exemple, que le Kenya, ça s'est fait à des conditions très élevées pour le pays, mais qu'il a réussi, in extremis, à pouvoir refinancer une obligation qui arrivait. Je pense qu'on va aborder ces thématiques en détail durant la conférence. Et enfin, le troisième risque qui explique aussi que la perspective est toujours négative, en plus de ces deux risques structurels, donc la dette et la vulnérabilité extérieure, c'est le risque politique. Tous ces chocs euh, ont, ont affecté le tissu social des pays africains, qui était déjà difficile, mais les ménages les plus vulnérables ont eu des chocs à répétition qui vraiment ont rendu leur vie beaucoup plus difficile. L'inflation reste élevée dans beaucoup de pays. Les prix alimentaires, à un moment donné, sont devenus élevés. Cela explique aussi une partie des chocs politiques, a participé, si vous voulez, à une partie des chocs politiques que l'on voit qu'on a vu dans nombreux pays en Afrique, sachant que ce risque social est important. La jeunesse veut des changements, c'est des pays jeunes. On a vu récemment l'élection au Sénégal, par exemple, qui s'est bien déroulée à la fin, mais qui cette soif de pouvoir influer sur les décisions de l'exécutif, à mon avis, va se répandre dans d'autres pays dans les années qui viennent. Donc, ce risque politique est à surveiller. Et donc, je voudrais, pour conclure, quand même parler d'éléments positifs dans cette perspective. Il est clair que lorsqu'on regarde nos actions en tant qu'agence de notation, sur les 28 pays, on n'a plus que 3 perspectives négatives. Donc, ça veut dire quand même qu'on commence à avoir une sorte de point d'inflexion. On a pris aussi beaucoup d'actions positives. On a augmenté la note de la Côte d'Ivoire au début de l'année à BA2, hein, c'est un niveau assez élevé. C'est similaire à des pays pairs comme le Brésil ou l'Afrique du Sud ou le Vietnam qui ont la même note de crédit. On a augmenté aussi la note de la Tanzanie. On a mis une perspective positive sur la Namibie, sur l'Égypte, parce qu'elle a reçu des soutiens de pays amis du Golfe. Le Nigeria aussi a une perspective positive, essaye de résoudre des problèmes. Et donc, il est clair aussi, un autre élément, c'est que le Fonds monétaire a déployé de nombreux programmes pour soutenir la position extérieure justement des pays qui en ont besoin, puisque c'est son rôle hein, en tant qu'institution. Donc il y a de nombreux programmes
qui sont importants pour nous parce que le Fonds monétaire agit comme un catalyseur pour des financements supplémentaires, mais également beaucoup de ces programmes sont tournés vers l'amélioration de la gestion des finances publiques. Et c'est un élément important que l'on suit parce que les pays qui arriveront à améliorer leurs finances publiques, bien sûr, seront plus à même de rester, de pouvoir payer leurs dettes. Et enfin, c'est mon dernier mot sur ce sujet, l'amélioration de la gouvernance et de la solidité des institutions à travers le continent. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus de pays font des progrès importants en ce qui concerne l'efficacité de la gestion des finances publiques parce qu'ils sont obligés d'améliorer cette efficacité. Il y a également des réformes qui sont faites pour augmenter la transparence. Les publications sont plus fréquentes des données qui sont importantes pour les investisseurs. De manière générale, je dirais que c'est un élément important qui va, s'il s'accélère, soutenir les profils de crédit dans le futur. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Ngeto Yambaye, si vous nous entendez bien. Oui, Mathilde, Parfait. Oui, Cotonou, merci. Cotonou, Donc, on vous entend. en tant que DG du FAGAS, vous avez évidemment une connaissance fine de ce qui se passe sur le terrain. Vous pouvez regarder, bon, vous pouvez évaluer un peu les différents développements au cours des derniers mois, des dernières années. Est-ce que vous pourriez nous donner votre perspective, un peu comme l'a fait Aurélien Mali, sur la dynamique de la zone, à la fois en termes de croissance, de développement budgétaire, de financement de projets, au regard de ce que vous voyez en tant qu'acteur de marché? Merci, Mathilde, et je voulais également saluer l'initiative parce que j'ai écouté le président du CIAN tout à l'heure et l'intervention. Je partage le point de vue de M. Mali par rapport à son intervention sur les perspectives en termes de notation et de performance des économies africaines. Je pense que cette initiative que vous avez lancée procède également euh, à l'avenir de la coopération entre l'Afrique et l'Europe et le reste du monde, hein, et en particulier avec la France, parce que j'ai la chance de rencontrer le président Étienne Annecy l'année dernière. Je pense que la réflexion est à point nommé. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, c'est une institution multilatérale africaine qui contribue à booster le financement des économies, étant donné que les économies africaines ont beaucoup de potentiel et depuis plusieurs décennies, on ne réalise pas réaliser ce potentiel-là. Nous nous, nous positionnons comme l'interface entre les institutions financières internationales et locales et les États et le secteur privé. Alors, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, comme Mathilde l'a dit, et nous essayons de faire en sorte que le dialogue entre le secteur privé africain, les États africains et le reste des institutions financières internationales puisse porter leurs fruits et nous permettre, et permettre à l'Afrique en particulier de mieux se positionner dans ce dialogue-là. Donc, le FAGAS que je dirige couvre actuellement 14 pays membres, dont 8 dans la zone UMOA, 4 dans la zone CEMAC, plus la Mauritanie et le Rwanda. Même si déjà, d'ici la fin de l'année, on aura 5 autres ou 6 autres pays qui vont rejoindre l'institution. En dépit des difficultés liées à la sécurité et effectivement à la pandémie, parce que on continue à ressentir l'impact de la pandémie depuis 2020, nos pays sont confrontés à des réels problèmes de mobilisation de ressources. Et vous savez, seul l'argent ne suffit pas. Monsieur Mali parlait de la notation, l'évaluation des performances, mais le vrai problème que le FAGAS rencontre en conseillant, en accompagnant les États et le secteur privé et les banques, c'est des conditions préalables à l'interne. Parce que pour être fréquentable, il faut pouvoir mieux se préparer au niveau structurel. Et la culture de la notation dont M. Mali en parle, ce n'est pas très connu. Nous, aujourd'hui, nous accompagnons les banques, on leur demande systématiquement de se faire noter
pour pouvoir être fréquentables et montrer patte blanche. Donc, nos États ont des réels problèmes de mobilisation de ressources et de mise en œuvre effective de leur plan national de développement. C'est-à-dire que les pays élaborent des plans nationaux de développement, mais les pays n'arrivent pas à mobiliser des ressources conséquentes pour leur mise en œuvre. Donc, mettre en œuvre les plans nationaux de développement, financer tout court les économies et le secteur privé, cela pose problème parce que les États ne sont pas préparés en interne. Nous les accompagnons à travers l'Institut du FAGAS, qui est une think tank qui permet aux États, au secteur privé, aux banques de mieux se préparer avant de chercher à mobiliser les ressources. Donc, le FAGAS se positionne comme une institution utile, c'est-à-dire que nous apportons notre garantie, nous apportons également une certification de confiance. Donc, en tant qu'interface et institution multilatérale d'accompagnement du financement, nous dialoguons chaque jour avec les États, mais avec les marchés financiers internationaux. Donc, à travers l'ingénierie financière, le conseil et le renforcement des capacités, nous apportons des solutions idoines aux problèmes de financement des États et du secteur privé. Notre travail est d'accompagner chaque jour et écouter également les États quel type d'ingénierie financière il faut mettre en place. Et le problème de la perception du risque en Afrique pose problème. Et si les États se font évaluer par les agences de notation, cela essaierait de clarifier quel type d'économie les marchés financiers auront à faire. Et ça, ce n'est pas entré dans la culture. Donc, nous appuyons les États également dans la restructuration de leurs dettes. Nous apportons la couverture nécessaire aux banques pour leur permettre de se prémunir contre le risque de défaut, d'une part, et de consommer le moins les fonds propres possibles, tout en respectant les ratios présidentiels d'autre part. Donc, il y a des défis et le dialogue que nous, on organise autour de nous avec les autres institutions financières en Afrique, c'est de développer une expertise interne et africaine pour permettre une gestion optimale. Une gestion axée sur les résultats, une gestion à travers une gouvernance renforcée, parce que ça également, ça pose problème, pour permettre les ressources humaines d'être des ressources incontournables pour pouvoir réussir la gestion axée sur les résultats. Donc, étant donné que si chaque cadre, chaque ressource humaine n'est pas à sa place, cela compromet déjà la relation et les performances des économies. Donc, la notation, c'est une chose, mais au niveau interne, il faudrait que les États puissent mettre chaque cadre à sa place pour nous permettre d'atteindre les résultats. Donc, voilà les défis que le continent a et que le FAGAS accompagne dans son dialogue au niveau international avec les autres institutions. Nous avons beaucoup de partenaires en Europe qui nous accompagnent pour pouvoir mieux soutenir les États, le secteur privé et les banques. Voilà, Mathilde, en quelques mots, l'intervention sur la première question que tu as posée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me tourne vers Maxence maintenant pour nous donner une perspective du côté des marchés, puisque comme je le disais, aux rencontres du FMI et de la Banque mondiale, il y a beaucoup de banques, beaucoup d'investisseurs. Et donc, c'est un moment pour échanger sur les perspectives mondiales, sur les perspectives de la zone. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu ton sentiment sur ce qui s'est dit à Washington? Absolument. Et donc chez GSA, de par notre accompagnement auprès des gouvernements, des entreprises publiques du continent, la semaine à Washington, lorsque elle a lieu à Washington, est toujours importante pour collecter cette intelligence de marché et comprendre quelle est la position donc, des émetteurs, quelle est la position des entreprises, la position des banques ou des investisseurs. Ce qui était intéressant avec donc cette édition à Washington d'avril, c'est que le ton était beaucoup plus constructif au cours des dernières années. Donc avec la succession des crises, les discussions se sont énormément centralisées par le passé sur la soutenabilité de la dette, la capacité à naviguer au travers de ces crises, et donc parfois avec des cas de restructuration. En avril cette année, les émetteurs et les opérateurs de marché ont pu se concentrer sur
l'avenir, à savoir les sources de financement soutenables. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que on a vu beaucoup de dialogues entre les émetteurs, les banques et les investisseurs. Donc, avec beaucoup d'opérations de marketing, en fait, pour pouvoir mettre à jour les investisseurs et les banques sur les derniers développements de crédit. Donc, sous forme de rencontres bilatérales ou alors d'entretiens de groupe qui, en fait, donnaient le ton sur le fait que ces émetteurs de la région, souverains, publics ou privés, en fait, se tournent désormais vers le marché. Se tournent vers le marché obligataire et se tournent vers le marché bancaire. On en parlera, je pense, après un peu plus en détail, et Aurélien Mali l'a brièvement mentionné, mais le cas du Kenya, qui a pu retourner sur les marchés financiers, mais également le cas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ont été des milestones dans le retour du continent sur les marchés de capitaux. Et donc ça, c'est même si les problématiques persistent et les challenges vont continuer au cours des prochains mois et des prochaines années, euh, il y a clairement eu au début d'année une démonstration de l'accès au marché de capitaux pour les acteurs africains. Donc ça a été quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, comme je disais, les challenges persistent. La soutenabilité de la dette, la compétition internationale, comme le disait M. Giraud, donc pour financer les différentes urgences. Et sur ce plan, l'Afrique a un besoin urgent de financement pour un besoin urgent de développement. Dans ce contexte-là, les opérateurs africains ont un besoin de faire face à une complexification en fait, de l'accès au financement. Depuis 2007 et la première émission obligataire du Gabon, le continent africain a eu un accès grandissant au marché des eurobonds, qui représente l'instrument le plus efficace pour lever des financements euh, pour l'utilisation dans le cadre du budget. Maintenant, la succession des crises, les contraintes supplémentaires qui pèsent sur les investisseurs et sur les banques, par exemple les contraintes environnementales et sociales, par exemple les contraintes en termes de déploiement du bilan, incitent ces acteurs du continent à être beaucoup plus innovants et à faire face à une complexification en fait de leur capacité à lever des financements. Donc, comment est-ce que ça se concrétise dans les discussions à Washington et au quotidien avec les opérateurs de marché? C'est avant tout la capacité à faire des financements hors bilan. On parle généralement des PPP, mais dans tous les cas, de façon large, la capacité en fait à inclure davantage de secteur privé dans la réalisation des projets et dans le financement de ces projets-là. On réfléchit également à des structures de rehaussement de crédit, à savoir impliquer des parties extérieures pour pouvoir améliorer le profil de crédit de l'instrument, au-delà du profil de crédit donc de l'émetteur en lui-même. Donc, par exemple, des garanties de la part de la Banque mondiale, des garanties de la part de la Banque africaine de développement, ou également dans le cadre d'opérations de commerce international, la capacité d'utiliser l'appétit de crédit des agences de crédit à l'exportation, qui ont été énormément sollicitées au cours des derniers mois. Et bien sûr, dans le cadre de cette complexification liée à la soutenabilité de la dette, il y a le besoin de donner la priorité aux projets les plus profitables. Donc, pouvoir avoir une adéquation entre coût de la dette et génération de profit pour l'État ou pour la partie qui s'endette, pour s'assurer que effectivement on ne rajoute pas une pression sur la soutenabilité de la dette. Maintenant, il y a une composante qui est assez intéressante également, c'est le reparamétrage du secteur bancaire sur le continent. Et ça s'est notamment matérialisé à Washington par, donc je mentionnais ces opérations de marketing en fait des acteurs du continent auprès des opérateurs internationaux.
beaucoup de souverains ou d'entreprises ont en fait été accompagnés par des banques panafricaines. Là où normalement, on a tendance à voir des banques internationales, du Citi, du JP Morgan, des choses comme ça, qui en fait accompagnent ces émetteurs-là dans leur dialogue avec les investisseurs internationaux. Donc on a vu en fait au cours des dernières années plusieurs banques européennes qui se sont retirées du continent ou qui ont fait des annonces en ce sens. Standard Chartered, Société Générale, Barclays. D'un autre côté, on a de plus en plus l'émergence d'acteurs panafricains, à commencer par les banques marocaines, par les banques d'Afrique du Sud, qui sont de plus en plus présentes au-delà de leur région euh, couverte initialement. Par exemple, depuis mi-2023, on a vu de plus en plus de transactions réalisées par des banques sud-africaines dans la région UEMOA. De la même façon, on a vu l'émergence de nouveaux groupes. On peut noter Vista Bank, Coris également, qui a des ambitions internationales, EcoBank également, qui cherche à s'implanter davantage au-delà de sa région d'influence initiale. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans un contexte où la soutenabilité de la dette est plus importante, dans un contexte où les banques internationales également ont de plus en plus de contraintes, ces nouveaux acteurs offrent de nouvelles poches de liquidité. On sait que pour ces émetteurs africains, il y a la problématique du taux, mais également la problématique de la capacité, en fait. Et donc, lorsque les banques sont énormément exposées à un pays, il faut aller chercher d'autres partenaires. Et donc, ces partenaires naturels sont ceux qui émergent sur le continent. Finalement, un dernier point qui est important, c'est dans cette vision des contraintes en fait qui s'appliquent aux États, c'est l'importance grandissante des contraintes environnementales et sociales. Et donc, de plus en plus, la nécessité pour les investisseurs ou pour les banques de regarder avant tout des projets à impact environnemental ou social, au-delà de l'impact de développement humain ou de développement économique. Et donc ça également, ça requiert davantage de travail de la part des États pour, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle des cadres d'émissions environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui est un thème qui a émergé au cours des dernières années et qui requiert de mettre en place une gouvernance propre, l'identification de projets environnementaux et sociaux avec des partenaires, des parties externes qui vont en fait s'assurer de vérifier l'adéquation de ce cadre de financement avec des standards internationaux. Voilà. Et donc, qui incite ces émetteurs-là à penser davantage à comment pouvoir inclure leurs impératifs de financement dans ces normes, ces nouvelles normes-là, qui sont de plus en plus une réalité en fait pour le continent. Merci beaucoup, Maxence. Tu as parlé brièvement des questions de restructuration. Aurélien l'a aussi mentionné. Théo, qui est notre expert sur ces sujets, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce qui s'est dit à Washington sur les différents cas de restructuration en cours? Oui, merci Mathilde. Pourquoi on parle des restructurations aujourd'hui? Parce qu'elles ont un impact sur l'accès à tous les autres types de financement, elles ont un impact sur le sentiment des investisseurs. C'est important de clarifier de quelle restructuration on parle. Je pense que là, on ne parle pas des défauts techniques qui sont liés à des sanctions, comme on a pu le voir au Niger ou au Mali. On ne parle pas des restructurations purement bilatérales, notamment avec la Chine, comme on peut les voir à Djibouti ou au Kenya. Et on ne parle pas non plus des apurements d'arriérés anciens, comme on peut le voir en Somalie, au Zimbabwe, parfois dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés qui continue. Les trois grands cas de restructuration multilatérale qui ont vraiment eu un impact sur le sentiment investisseur, c'est la Zambie, l'Éthiopie, le Ghana, qui se sont déroulés, comme l'a mentionné brièvement Aurélien, via le cadre commun du G20, qui est une initiative lancée en 2020 par le G20, qui revient de facto à une extension des grands principes du Club de Paris aux pays du G20, notamment la Chine, qui est devenue un créancier bilatéral officiel majeur en Afrique. Et ce cadre commun, il a fallu le roder, il a fallu en créer plus précisément les règles au cours de ces dernières années. La Zambie est donc le cas emblématique dans ce sens. Le pays a fait défaut, premier pays africain à faire défaut suite à la pandémie de Covid sur sa dette extérieure en 2020.
un programme FMI qui est arrivé seulement fin 2022 avec justement la question de l'intégration de la Chine qui a pris énormément de temps, un accord de restructuration avec les créanciers officiels mi-2023. Et c'est seulement il y a quelques semaines là, que la Zambie vient d'obtenir un accord avec les détenteurs d'obligations étrangères pour la restructuration de sa dette. Les nouvelles obligations devraient être émises le 11 juin. Et suite à cela, la Zambie sera presque sortie d'affaires, devra encore restructurer sa dette auprès des banques commerciales, qui sont en grande partie chinoises, des banques détenues par l'État en Chine, mais qui ont été classifiées par la Chine comme commerciales, notamment pour éviter d'avoir à subir les contraintes du processus de restructuration officielle et d'être plus libre dans la manière dont elles négocient. Il s'agit de China Development Bank, de ICBC, Bank of China, etc. Et également, il faudra encore que la Zambie restructure avec des banques commerciales occidentales comme Standard Chartered, notamment, qui a une grosse exposition là. Le point intéressant, c'est que la Zambie, on voit aussi qu'à l'approche de la fin de ce processus, au vu des annonces de nouveaux financements, on a vu des financements chinois pour une voie ferrée vers l'Est. On a vu des financements américains pour une voie ferrée vers l'Ouest, avec le corridor Lobito vers l'Angola. Et la Zambie semble aussi faire partie des nouveaux pays prioritaires de la France en Afrique, dans le cadre d'une diversification de la concentration de la France en Afrique au-delà du Sahel suite aux événements récents. Donc la Zambie est un peu ce cas emblématique de l'architecture de restructuration dans ce nouveau paradigme en termes de créanciers officiels, notamment avec la Chine. Le Ghana a fait défaut sur sa dette extérieure fin 2022. Le point saillant au Ghana, c'est que le pays a décidé de restructurer sa dette domestique, en plus de la dette extérieure, et a même commencé par cela, en amont même d'un programme FMI. Le programme FMI a été conclu par la suite, un accord sur le traitement des créanciers officiels en janvier 2024, et le Ghana négocie actuellement avec ses détenteurs d'obligations étrangères, et donc une étape avant celle où se trouve aujourd'hui la Zambie. Et l'Éthiopie, un cas extrêmement particulier, qui a sollicité un traitement de sa dette dans le cadre commun du G20 dès 2021, sans pour autant être en défaut de manière préemptive. Euh, et les négociations n'ont quasi pas progressé depuis parce qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau des services avec le FMI, qui est un prérequis aux restructurations de dette souveraine. Euh, L'absence d'accord FMI est due notamment à un conflit au Tigré qui a empêché la conclusion de ces négociations, et également des désaccords politiques sur la nécessité notamment d'avoir une dévaluation, etc. Euh, Au vu de l'absence d'accord FMI, les créanciers officiels, face aux pressions de liquidité, ont déjà suspendu le service de la dette de manière temporaire pour alléger les pressions. Et le pays a aussi fait défaut sur sa seule obligation libellée en monnaie étrangère fin 2023. Donc c'est un cas qui est encore un peu moins avancé que le Ghana et la Zambie, le prochain catalyste étant vraiment la conclusion d'un programme FMI. Et pour terminer, je pense que le consensus, notamment aux réunions du FMI, était que malgré les pressions citées notamment par Aurélien, on ne va pas faire face à une vague de défauts souverains, parce que notamment l'architecture est tellement compliquée que beaucoup de pays vont les éviter à tout prix, quitte à couper les dépenses prioritaires, et aussi parce que des pays potentiellement proches du défaut en Afrique ont vu ces derniers mois des catalystes qui ont fait baisser vraiment la probabilité d'un défaut. Le Kenya arrivant à refinancer l'obligation qui arrivait à échéance mi-2024, l'Égypte obtenant un programme de 35 milliards de financement des Émirats arabes unis, ou la Tunisie qui a eu une bonne évolution de ses perspectives macroéconomiques, une augmentation des réserves, qui diminue à court terme l'impossibilité potentielle à faire face aux obligations. Merci Théo. Donc on a clos ce premier tour de table sur les perspectives globales de la zone. Une thématique qui est beaucoup revenue dans ce que vous avez dit, c'est évidemment la question de la dette, de l'endettement des pays, mais aussi de la thématique du financement des pays de la zone. Donc, je voudrais qu'on revienne sur ce que Aurélien a dit tout à l'heure, et notamment sur les perspectives d'endettement et les risques liés à l'endettement, ce qui a trait à la soutenabilité de la dette. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Donc, Oui, bien sûr. Non, il y a beaucoup de choses qui recoupent ce qui a été dit, mais en fait, la problématique de la soutenabilité de la dette en Afrique, elle n'est pas venue comme ça par hasard, juste parce qu'il y a eu des crises. Il y avait une augmentation de l'endettement, justement, dans la décennie précédente, qui était assez rapide.
et qui commençait à poser des questions sur la soutenabilité en cas de choc. Donc, pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir en arrière pour voir les similitudes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la dette moyenne en Afrique, on est autour de un peu plus de 60% du PIB. Ça semble pas élevé, mais il y a des grandes divergences entre les pays. Un pays comme le Botswana est à moins de 20% de dette sur son PIB, alors que d'autres pays sont largement au-dessus des 100%. Mais la moyenne est à 60, un peu plus de 60%. Pourquoi c'est un niveau qui reste inquiétant? Parce que 20 ans auparavant, au début des années 2000, il y a eu toutes les initiatives euh, pour réduire la dette, que ce soit les initiatives des pays les plus pauvres et très endettés, les initiatives de réduction de la dette par les banques multilatérales. Euh, la dette était également à 60% du PIB en moyenne à cette période. Mais la grande différence, c'est que déjà à 60%, il y avait beaucoup de pays qui étaient en défaut durant cette période. Et le G7 slash la communauté internationale officielle était la principale détentrice de la dette et a organisé à travers des réformes, des points d'achèvement avec le FMI, la réduction de la dette. Et en 10 ans, entre 2000 et 2010, la dette moyenne des États africains était passée de 60 à 30%. Et à partir de 2010 jusqu'à 2020 et plus, on est retourné au-dessus de 60%. Très rapidement donc. Et surtout à ce moment-là, on sait très bien qu'à ce niveau-là, il y a des questions de soutenabilité qui arrivent, qui sont très claires pour certains pays. Le Ghana, c'est un exemple typique d'un pays qui s'est retrouvé à payer à un moment donné plus de 50% de ses revenus pour servir les intérêts de sa dette. Et donc, c'était insoutenable, en particulier sur la dette domestique, ce qui explique aussi qu'il ait fait défaut sur sa dette domestique. Donc, pourquoi 60%? Il faut regarder ce qui s'est passé avant. Également, lorsqu'on regarde la situation aujourd'hui, beaucoup de pays ont émis à court terme, du fait des chocs successifs, les investisseurs pensent, et donc le risque de liquidité augmente du fait de cette réduction de la maturité, en particulier sur la dette domestique. Les éléments aussi qui font que la structure de la dette est plus dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, c'est que même si grosso modo, un peu plus entre 30 et 35% de la dette est en devise, soit directement, soit attachée à une devise. L'inflammabilité de cette dette est plus rapide du fait des chocs que je mentionnais auparavant, les dépréciations de monnaie et donc du renchérissement du coût du poids de la dette sur les économies qui subissent des dépréciations de monnaie. Donc, dès qu'on a dépassé les 60% en 2020, la Banque mondiale a fait une liste de pays fragiles, dont une bonne partie des pays africains. Il y avait 76 pays plus l'Angola qui correspondaient aux critères de sélection. Et donc, on a vu une bonne partie des pays africains qui ont vraiment subi des difficultés de dette. Alors, c'est très simple. Lorsqu'on prend deux graphes, un graphe des déficits régionaux, on voit qu'avant la pandémie et les crises dont j'ai parlé précédemment, les déficits étaient plus importants en Afrique que dans les autres zones. Durant la période des chocs, ils ont été plus importants sur le continent que dans les zones du reste du monde. Mais surtout, leur persistance dans le temps, alors que beaucoup de zones ont fait des efforts de consolidation très importants au niveau des déficits. En Afrique, les déficits sont restés plus importants. Il y a une difficulté à réduire les déficits parce qu'il y a des besoins sociaux, il y a des besoins d'infrastructures. Ils ont déjà coupé le peu de dépenses de capital qui existaient. Et donc, ça fait que les pressions sur les dépenses sont très importantes.
Un autre graphe qui explique aussi la situation, c'est le coût du service de la dette. En 2010, le coût du service de la dette était 4% des revenus euh, en Afrique, en moyenne, et c'était l'un des taux les plus faibles au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est le taux le plus élevé de toutes les régions mondiales. On est au-dessus de 12% des revenus des pays africains. Ce qui veut dire que les États, aujourd'hui, dépensent plus dans le service de la dette que sur l'éducation, la santé et d'autres postes très importants pour la stabilité des pays. Je dirais que l'élément aussi qui fait que ce qu'a mentionné les intervenants précédents, c'était Théo, il me semble, le fait que la diversification des investisseurs sur la dette des pays africains a rendu l'effort de restructuration beaucoup, beaucoup plus compliqué. L'exemple de la Zambie, où il a fallu plus de 4 ans pour arriver à une solution, euh, fait effectivement que les pays comprennent que le coût d'aller dans le cadre commun peut être extrêmement élevé et très compliqué et n'est pas sûr d'aboutir. Donc effectivement, la difficulté de restructurer les dettes aujourd'hui, avec des dettes de marché, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, avec les finances publiques qui sont détériorées, il y a la vraie question de la capacité des pays à augmenter la performance de leurs administrations fiscales. Parce que justement, n'ayant plus trop d'espace au niveau budgétaire pour mener les politiques de développement qu'ils le souhaitent, un des moyens les plus, je dirais, durables et soutenables d'améliorer la situation, c'est de faire de la consolidation budgétaire par principalement augmentant les ressources des États. Donc, beaucoup de programmes du Fonds monétaire sont justement euh, conçus dans cette perspective. Mais cette situation de l'endettement va perdurer. Euh, il y a des différentes perspectives en fonction des investisseurs. Comme l'a mentionné Théo aussi, la Chine a classifié ses banques en banques commerciales, alors elles sont 100% détenues par l'État. C'est pour ça qu'une des raisons, par exemple, dans les discussions sur la Zambie, la Chine voulait que la Banque mondiale soit impliquée dans la restructuration en disant nos banques sont comme des banques de développement pour nous et on perçoit la Banque mondiale comme étant une institution américaine. Donc, pourquoi elle serait épargnée et nous, on devrait obliger nos banques à participer à la restructuration. Donc, tous ces éléments font que restructurer une dette aujourd'hui est encore plus coûteux que par le passé pour les pays. Et donc, la difficulté est là. Les déficits sont importants, les efforts sont devant nous, ils ne sont pas derrière les pays euh, pour renforcer les finances publiques. Et ce qui fait que, pour l'instant, euh, il va falloir voir dans les années qui viennent si la consolidation budgétaire est une réalité ou pas. Tous les pays ont des programmes de consolidation budgétaire sur le continent. Tous, ils ont des projets pour réduire les déficits parce qu'ils ont conscience aussi que c'est la solution la plus sûre et la moins coûteuse pour leur économie et les populations. Merci beaucoup, Aurélien. Ngeto, si tu es avec nous, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta perception, pardon, des besoins de financement de la zone? Est-ce que tu identifies un changement de tendance au cours des derniers mois de la part des différents pays des entités que tu peux accompagner? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta vision là-dessus? Merci beaucoup, Mathilde. Je pense que nous sommes, la communauté internationale est dans un cercle vicieux. Au regard de l'intervention de M. Mali, j'ai compris que après tous les programmes d'allègement de la dette, PPTE, nous sommes retombés encore dans le cercle vicieux de l'endettement et il faudrait qu'on puisse trouver des nouveaux instruments et faire un diagnostic autrement pour pouvoir accompagner les pays africains à mieux se porter parce que quand M. Mali parle de déficit,
il s'agit de déficits chroniques. Et nous, FAGAS, dans nos interventions, nos accompagnements des États et des banques ainsi que du secteur privé, nous avons touché du doigt cet aspect-là où l'épargne intérieure des pays africains, de la plupart des pays africains, elle est négative. Elle est négative. Donc le problème est structurel. Et dans la coopération, les partenariats entre les économies africaines et le reste du monde, en particulier avec l'Europe, qu'est-ce qu'on devait faire pour pouvoir inverser la tendance? Parce que aujourd'hui, la tendance va en s'aggravant. C'est-à-dire que après l'allègement de le programme d'allègement de la dette des PPTE, les pays africains sont retombés encore une fois dans l'endettement tel qu'a rêvé M. Mali. Et aujourd'hui, les besoins de financement de la zone que nous couvrons sont de plus en plus croissants. Et on constate une rue, même paradoxalement, nous constatons une ruée des fonds d'investissement étrangers dans la zone, malgré la question de perception des risques, d'instabilité politique. Donc, cette ruée n'est pas organisée pour permettre aux fonds d'investissement eux-mêmes et aux États de mieux structurer leur endettement. Parce qu'aujourd'hui, les États africains, la plupart, n'investissent que par endettement. Même si il n'y a pas des études préalables probantes pour nous permettre de savoir si tel investissement réalisé sur endettement peut produire des effets dans l'avenir. Donc, les possibilités de mobilisation de ressources peuvent se faire selon plusieurs sources. En Afrique, donc nous avons les banques locales, les banques de développement, les partenaires financiers internationaux, les différents marchés financiers régionaux ou internationaux. Et le Fonds africain de garantie et de coopération économique est une institution multilatérale, accompagne les demandeurs des ressources ou émetteurs dans le cadre de leur recherche de financement. Mais de nouveaux modèles de structuration financière doivent voir le jour. Les États africains ne vont pas continuer à se gérer de façon très traditionnelle, alors qu'aujourd'hui, il y a une ingénierie financière innovante qui avance. La structuration de la dette et les chantiers des conventions d'endettement doivent obéir à d'autres logiques. Donc, je disais que 35% de la dette sont en devise, mais il faut également que ces pays comprennent qu'il faut garantir, au-delà de la garantie souveraine des États, il y a d'autres mécanismes à mettre en place pour pouvoir garantir ces prêts, les fonds de garantie et les assurances. Nous, FAGAS, nous sommes obligés de nous réassurer et de co-garantir certains crédits. Nous participons également au financement du commerce international entre l'Afrique et le reste du monde en nous faisant réassurer par d'autres institutions notées AAA sur le marché international. Récemment, nous avons développé des partenariats avec des partenaires en Europe. On se fait accompagner par des cabinets européens pour permettre de renforcer nos capacités de négociation et notre lisibilité sur le marché mondial. Parce que les pays surendettés ont deux problèmes. En amont, la faible capacité de gouvernance de ces pays. C'est-à-dire, la bonne gouvernance est une bonne chose, mais il faudrait que ces États aient aussi la capacité de négociation. Donc, des contrats se signent tous azimuts et tous les investisseurs mondiaux qui débarquent en Afrique, chacun est pressé d'obtenir un contrat. Et ce type de contrat également pose un problème de contentieux par le futur parce que ces États n'ont pas la capacité de respecter leurs propres règles, leurs propres lois dans la ceinture de ces contrats. Donc, nous, FAGAS, on se substitue aux États pour négocier, pour leur conseiller d'analyser tous les contours en accord avec les institutions financières internationales. Donc, nous, comme je le disais dans ma première intervention, nous nous positionnons comme une interface. De plus en plus, beaucoup de partenaires qui entrent en Afrique nous consultent au préalablement pour nous demander conseil. Et notre rôle est de donner des conseils objectifs dans l'intérêt des investisseurs d'avoir eux-mêmes et aussi dans l'intérêt des États.
Donc voilà, Mathilde, toi aussi tu as quelque chose, une question encore particulière pour que tu... Non, merci beaucoup, c'était très précis. Maxence, tu parlais tout à l'heure des récentes émissions du Bénin, du Kenya, de la Côte d'Ivoire en début d'année. Et tu faisais notamment référence au fait que les pays de la zone n'avaient pas eu accès aux marchés internationaux depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les conditions d'accès au marché, sur les perspectives que tu vois pour ces pays de la zone, pour les marchés internationaux pour l'année prochaine, enfin, pour cette année et pour l'année prochaine? Voilà. Déjà, pourquoi est-ce que le marché des eurobonds est important? Je disais tout à l'heure, ça constitue généralement le moyen le plus simple et le plus flexible pour un État de la zone de lever des financements. Donc, ces trois transactions ont été un bon indicateur sur la capacité à retourner au marché. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est également parce que le marché des eurobonds apporte une donnée, en fait, voire plusieurs données, lorsqu'une courbe existe, sur quel est le coût de financement de cet État ou de cet acteur du continent. Et donc, en fait, lorsque les courbes eurobonds évoluent, forcément, les opérateurs de marché, que ce soit banques ou investisseurs, regardent cette courbe pour définir à quel prix est-ce qu'ils peuvent prêter à tel ou tel acteur. Et donc, l'évolution de ces courbes influence énormément le coût d'endettement par la suite de cet opérateur. Que ce soit dans le cadre de financements internationaux, dans le cadre de financements locaux en devises, dans le cadre d'opérations d'exportation ou des choses comme ça. Euh, donc, effectivement, pendant 2 ans, le continent, du moins les États du continent, n'ont pas eu accès au marché des eurobonds. Pourquoi? Sur deux plans. D'abord, le coût de financement prohibitif. Deuxièmement, en raison du manque d'intérêt de la part des investisseurs internationaux qui se sont concentrés sur des actifs beaucoup plus sûrs. Deux cas différents. D'un côté, la Côte d'Ivoire et le Bénin, de l'autre côté, le Kenya. Côte d'Ivoire et Bénin, donc retour sur les marchés après plusieurs années, notamment les dernières émissions de 2021. Donc pour la Côte d'Ivoire, une émission à 2,6 milliards de dollars sur 10 ans et 13 ans. Le Bénin, une émission pardon, à 7,875% sur le 10 ans en termes de rendement, 8,5% sur le 13 ans. Donc effectivement, qui dénote avec les taux sécurisés par le passé. Le Bénin, 750 millions de dollars sur 14 ans à donc 8,375%. Alors pourquoi est-ce que ces transactions sont intéressantes? D'abord parce que ça a été des émissions en dollars. Là où par le passé, enfin au cours des dernières années, ces États, également le Sénégal dans la région, qui a également accès au marché des eurobonds, se sont énormément concentrés sur les tranches en euros. Pourquoi également? C'est parce que, en fait, ces émetteurs-là ont clairement montré que la solidité de leur crédit, en fait, leur track record sur les marchés et le dialogue constant avec les investisseurs leur a donné un accès au marché avant les autres acteurs du continent. Alors, effectivement, les taux dénotent de façon significative avec les émissions précédentes. Je mentionnais le Bénin à 8,375%. La dernière émission de 2021 était venue à un taux de 4,95% sur un 12 ans. Deux devises différentes. D'un côté, une émission en dollars. D'un autre côté, en 2021, une émission en euros. Donc c'est ça qui est intéressant également dans le cadre du Bénin, c'est que il s'avère qu'une émission en dollars était beaucoup plus intéressante pour eux qu'une émission en euros, malgré les risques de change. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rareté au cours des années précédentes en termes de tranches en dollars. Également parce que c'est un instrument éligible aux indices. Et donc, on sait que les investissements passifs sont de plus en plus importants de par le monde. Et donc, les indices emerging markets sont notamment des indices en dollars.
Et également parce que le Bénin et la Côte d'Ivoire ont pu jouer sur les différences de politique monétaire. Et donc, par exemple, cette émission du Bénin a un taux de 7,96% en coupon. Lorsque converti en euros, c'est établi à 6,5%. Donc, qui devient plus attractif et un peu plus en ligne avec ce qu'ils ont pu sécuriser en 2021, donc modulo les évolutions des taux de base. Mais alors, lorsqu'on considère uniquement la prime de risque par rapport au taux donc sans risque, on s'aperçoit qu'au final, le Bénin a émis à une marge beaucoup plus basse maintenant en 2024 qu'en 2021. Ce qui participe également donc, au narratif que le pays a su établir. D'un autre côté, le Kenya. Le Kenya, donc, des craintes qui se sont cristallisées, notamment sur le refinancement de l'eurobond arrivant à maturité en 2024, ça a été mentionné tout à l'heure. Une courbe de taux et notamment un trading de cet eurobond 2024 qui ont culminé à des taux incroyables et qui, en fait, au fur et à mesure d'engagement avec les investisseurs au cours des derniers mois, et également grâce à la sécurisation de financement, notamment du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, ont permis de compresser la courbe du Kenya. Et donc, les autorités ont considéré opportun de revenir sur les marchés donc en ce début d'année, une transaction qui était dans le pipe depuis plusieurs mois. Et donc, on considérait qu'il y avait un intérêt à refinancer cet eurobond à un taux certes élevé, donc qui s'est établi à un rendement de 10,375%, mais qui a permis de mettre derrière les autorités, mais également l'ensemble du pays, donc secteur public, secteur privé, ces craintes de refinancement et donc de défauts potentiels. Encore une fois, si on compare la transaction du Kenya par rapport à ce qui a pu être fait en 2021, c'était une émission de 6,30% sur 12 ans. Donc, ce qui montre également la sanction des investisseurs appliqués, mais qui participe également à la disparition de certains risques. Clairement, ces trois émissions, et également on a vu des corporates africains venir sur les marchés, ont permis de réactiver une option pour ces opérateurs du continent. L'option des eurobonds, l'option des marchés de capitaux, qui s'étend également au marché bancaire. Alors certes, les risques persistent, donc les taux qui restent hauts avec une inflation globalement élevée dans le monde, les politiques monétaires qui ne sont pas prêtes a priori dans un horizon de temps proche à compresser de façon significative leurs taux. Mais donc, de façon générale, ça a montré le soutien des investisseurs pour les crédits ayant un narratif fort. Ça a montré donc la capacité d'accès à ce marché, la capacité à sécuriser des primes de risque beaucoup plus basses que par le passé. Également pour les pays qui ont cette capacité à démontrer les forces de leur crédit. Et également, ce qui ouvre la voie aussi à des solutions plus structurées de financement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un soutien des investisseurs internationaux et on voit de plus en plus se développer, je mentionnais tout à l'heure, le FAGAS le mentionnait aussi, ces mécanismes de rehaussement de la crédit qui permettent de blender donc, des AAA, AA en termes de qualité de crédit avec le crédit stricto sensu de l'émetteur. Mais pour pouvoir assurer un succès de ce genre de transaction, bien sûr, il faut qu'il y ait un soutien de la part des banques internationales, des investisseurs internationaux. Et donc, c'est également ce qui a permis de démontrer ces transactions. Merci beaucoup. Maxence vient de parler des développements sur les marchés des capitaux internationaux. Théo, tu en as un peu parlé tout à l'heure, des différents développements auprès des acteurs bilatéraux, multilatéraux. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ta vision de la disponibilité des financements, que ce soit de la part des bilatéraux, la Chine par exemple, ou l'Europe d'ailleurs, également les acteurs multi-régionaux et aussi les développements sur les marchés domestiques qu'on peut voir dans certains pays? Euh,
En effet, si on essaie de dézoomer de manière très large sur quelles sont les sources de financement disponibles, comme l'a expliqué Maxence, les marchés de capitaux internationaux, ils dépendent grandement de la politique monétaire dans les prochains mois, dans les économies avancées. Et on a l'impression d'une fenêtre qui s'est ouverte avant de se refermer un petit peu. Et des pays comme l'Angola et le Nigeria sont dans les starting blocks avec des taux à 10 ans qui restent autour de 10%, et donc ils sont un peu bloqués. Les marchés domestiques, c'est également très compliqué. Les banques domestiques ont absorbé une grosse partie de l'endettement public lié à la pandémie, avec le FMI qui l'an dernier avait publié un article sur la peur d'une réapparition du sovereign bank doom loop, du lien entre les banques et l'État en cas de pression. Et la participation des investisseurs étrangers dans les marchés domestiques africains est rendue aussi très compliquée par la remontée des taux globaux. La participation d'investisseurs étrangers dans les marchés domestiques se voit selon deux dynamiques, soit des dynamiques quand il y a des changements politiques très très forts. Par exemple, en Égypte, il y a eu un plan de soutien massif des Émirats arabes unis. Dans la foulée, des investisseurs étrangers viennent sur le marché domestique, mais à très court terme, ils achètent des T-bills à 6 mois, 1 an, et c'est vraiment de l'argent qui peut repartir avec des flux externes du jour au lendemain. Pour les pays qui n'ont pas ce genre de dynamique de désinflation, euh, les taux pour faire venir les investisseurs étrangers sont extrêmement élevés. Le Kenya émet sur les marchés domestiques à 18%, alors que l'inflation est à 6-7. On parle donc de taux réels en instantané autour de 12-13%. Les marchés domestiques, c'est assez limité. Euh, les budgets d'aide au développement dans les grandes économies occidentales sont menacés. On a vu récemment en France des coupes budgétaires, ça n'était pas arrivé depuis, il me semble, les derniers quinquennats. On a eu des coupes budgétaires dans l'aide au développement et on voit des mécaniques similaires au Congrès américain où des financements pour le développement sont bloqués, au Royaume-Uni également. Donc, c'est pas de là que vont venir vraiment les financements nécessaires. La Chine, les flux nets de dette chinois envers les pays africains, c'est-à-dire quand on enlève les remboursements, sont nuls, voire bientôt négatifs ces dernières années. C'est dû à plusieurs choses, les difficultés économiques domestiques de la Chine, notamment dans le secteur de l'immobilier, les restructurations auxquelles la Chine fait face, qui la rendent plus prudente sur les nouveaux financements, et aussi un excédent de la balance, enfin, du compte courant chinois qui est plus faible et donc ils ont moins d'argent à aller recycler à l'étranger. Et on a eu une traduction politique de cette dynamique avec le président Xi Jinping qui a dit que la version 2.0 des nouvelles routes de la soie serait small is beautiful. Donc on n'a plus les grands projets d'infrastructure, on n'a plus des prêts massifs, on va se concentrer sur des choses un peu plus précises. Et cette dynamique du retrait et de la prudence chinoise va être extrêmement importante pour des pays qui ont beaucoup d'obligations à refinancer. On pense notamment à l'Angola. Euh, D'où vient donc l'argent? Des pays du Golfe notamment, des pays du Golfe qui sont difficiles à appréhender. Ils ont des objectifs stratégiques très importants. Ils ont une attitude assez commerciale. Ils veulent voir un taux de rendement qui soit assez élevé. En revanche, ils sont extrêmement flexibles sur les instruments. Ils peuvent faire des dépôts dans les banques centrales, ils peuvent faire des prêts bilatéraux, ils peuvent investir dans des entreprises publiques, investir dans des banques commerciales locales. Ils peuvent faire des contrats de préfinancement, notamment pétroliers. On a vu des accords des entreprises nationales pétrolières d'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, notamment avec le Nigeria, avec le Kenya, pour libérer de la liquidité à ces pays en fournissant du pétrole qui n'aurait à être payé que par exemple 6 mois plus tard, mais ça peut libérer plusieurs milliards de liquidités à court terme. Et donc on voit cette nécessité pour les pays africains de développer leurs relations avec ces pays du Golfe, parce que ces pays du Golfe vont chercher un intérêt stratégique en matière de diversification de leur économie, de sécurité alimentaire, etc. Et donc les pays africains doivent aller vendre leurs atouts auprès des pays du Golfe. Le FMI a beaucoup soutenu les pays africains, comme le citait Aurélien, mais une tendance qu'on voit, c'est que les programmes FMI sont sous-financés. Le FMI est petit, n'a pas évolué en taille de manière commensurable avec la taille de l'économie mondiale. C'est eu égard notamment au fait que les États-Unis bloquent une réforme en profondeur des quotes-parts pour ne pas donner une part trop importante à la Chine. Et donc, quand on regarde le programme FMI en Égypte, il a été augmenté de 3 à 8 milliards. Le service de la dette de l'Égypte envers le FMI sur les 3 prochaines années, c'est 12 milliards. Donc le FMI est en train de tirer les marrons du feu, quand bien même il augmente la taille des programmes. Donc ce n'est pas nécessairement du FMI que les nouveaux financements nets vont venir. Et donc finalement, on se tourne vers les banques multilatérales de développement
Et là, c'est assez complexe parce que les pays avancés qui sont les principaux actionnaires de ces banques de développement ont des pressions sur leur budget, donc ne peuvent pas augmenter massivement le capital et donc mettre la pression à ces banques pour utiliser mieux ce capital. Et on a vu un panel du G20 qui propose une réforme du cadre d'adéquation des fonds propres. Mais il y a une limite dans la capacité des banques de développement à tout simplement étendre leur bilan, augmenter les ratios de leverage, etc. Bon, merci beaucoup Théo, et tu fais la transition parfaite vers la prochaine question que je souhaiterais poser à Aurélien Mali. Très brièvement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je demanderai à chacun de faire des réponses courtes si possible. Comme tu le disais très justement, les banques multilatérales et les banques et les institutions régionales aussi sont davantage sur le devant de la scène, au-delà des questions de réforme de ces dernières, mais également parce qu'elles sont sollicitées de plus en plus par les pays de la zone. Aurélien, sont évidemment des institutions que vous notez et que vous regardez de manière très précise. Quelles sont vos perspectives pour ces entités pour 2024 et également au-delà? Merci Mathilde. Juste avant que je réponde rapidement à cette question, je voudrais compléter ce qu'a dit Maxence et Théo parce que je suis lead d'analyse sur la Côte d'Ivoire, le Bénin et l'Angola. Donc, juste, sur les émissions, bien sûr, de la zone numéro 1 sont pas réplicables d'ailleurs. La Côte d'Ivoire et le Bénin ont swappé en euros leur émission. Donc, en fait, le coût effectif pour la Côte d'Ivoire d'une émission à 10 ans et à 14 ans est de 6,3 et 6,4%. Ce qui veut dire effectivement que la Côte d'Ivoire est vraiment sur une trajectoire différente, même sur la gestion de son profil de dette, ayant remboursé une bonne partie des émissions qui existaient jusqu'en 2032 et donc n'a pas subi les pressions que d'autres pays ont avec des maturités qui arrivent à échéance. Le Bénin a fait un copier, si vous voulez, de l'émission de la Côte d'Ivoire, ayant une très bonne aussi gestion de son profil de dette. Le Kenya, c'est vraiment différent. À plus de 10%, il y a d'autres émissions qui arrivent dans le futur, dans les années qui viennent, qui sont aussi problématiques. C'est-à-dire il y a les déficits élevés. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment deux cas différents. Donc, je voulais mentionner ça. Je voulais aussi compléter ce que Théo a dit sur les pays du Golfe. C'est vrai. Les pays du Golfe ont des objectifs très ambitieux en Afrique. Ça a été clairement expliqué l'année dernière sur la conférence Arabie Saoudite, enfin pays du Golfe et Afrique, où les membres alors en anglais c'est Arab Coordination Group, c'est le groupe de coordination arabe. Donc ça réunit les institutions de la Ligue arabe, donc la Banque islamique de développement, la BADEA, les fonds également souverains, etc. Et il y a eu une décision d'augmenter les financements à destination de l'Afrique de manière extrêmement importante en ayant un objectif de 50 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, c'est une tendance qui est claire, qui a été confirmée, et donc il va y avoir quand même beaucoup d'argent qui viennent des pays du Golfe dans les années qui viennent. On voit certaines transactions déjà apparaître. Donc voilà, c'était juste pour compléter ça. Pour les banques multilatérales, effectivement, on a le plus gros couverture des banques multilatérales à travers le monde. J'ai fait moi-même une bonne partie des notations en Afrique des banques multilatérales. Elles jouent un rôle extrêmement important. C'est quelque chose similaire au FAGAS, hein, c'est quelque chose qui est souvent ignoré de l'importance de ces institutions, que ce soit pour commerce, le développement d'infrastructures, le soutien au budget des États, etc. Le rôle qu'on voit actuellement, c'est que il est demandé aux banques multilatérales à travers le monde entier de faire mieux, plus, mais sans forcément avoir des ressources supplémentaires. Et donc, on a une perspective qui est stable. On pense que ces institutions savent gérer les risques, en particulier sur le continent. Pour l'instant, elles ont évité, dans leur grande majorité, à être prises, si vous voulez, dans des pertes qu'elles doivent
provisionner ou effacer de leur bilan. On pense que ça va continuer. C'est des institutions qui sont extrêmement agiles puisqu'elles s'adaptent et surtout innovent euh, face aux défis très importants. Je donne quelques exemples d'innovation. Assurance garantie pour faire une substitution de crédit, de plus en plus utilisée par les banques multilatérales pour garantir une partie de leur portefeuille. Il y a tout ce qui est titrisation. Euh, la Banque ouest-africaine de développement, par exemple, en 2023, a réussi à titriser sur le marché régional, donc en francs CFA, 200, presque 200 milliards de francs CFA, ce qui est important pour la banque et qui a soutenu sa liquidité. Il y a des émissions hybrides. La Banque africaine de développement a fait une émission hybride, donc une partie de l'émission soutient le capital de la banque, qui a été un succès. Et bien sûr, elle joue un rôle très particulier pour faire avancer l'agenda ESG. Les investisseurs sont très attirés par la forte demande d'utiliser les banques multilatérales pour s'assurer que les objectifs ESG sont atteints dans beaucoup de pays. Merci beaucoup. Ngeto, je pense qu'on serait curieux d'avoir ta perspective également en tant qu'acteur régional de ce que peuvent apporter les banques multilatérales de développement ou les institutions régionales notamment. Et puis tu peux probablement nous donner également la perspective du FAGAS avec les différents outils que vous proposez et comment ça peut répondre aux besoins de financement de la zone. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Donc, je fais toujours mienne l'intervention de M. Mali, car il faut noter que les banques multilatérales, bien qu'intervenant dans nos pays membres, ont toujours besoin des banques régionales et des banques locales pour capter les flux de trésorerie dans le cadre du financement de certains programmes et projets et afin de réduire le risque à la base. Parce qu'en fait, le travail du FAGAS, c'est gérer les risques, apporter une garantie avec tous les investisseurs et tout le marché financier. Donc, le cofinancement ou la syndication de financement s'avère nécessaire pour clôturer les deals dans les meilleurs délais. Dans notre approche, chaque fois qu'une banque ou les banques multilatérales veulent intervenir dans nos zones, dans les pays membres, nous travaillons avec eux sur comment mieux maîtriser euh, les risques. Et la place du garant que nous sommes reste incontournable pour rassurer les banques multilatérales d'abord et les partenaires financiers afin de les inciter à prendre plus de risques dans nos zones. Parce que nous sommes sur le terrain, nous faisons des tests régulièrement pour pouvoir apprécier le risque que nos partenaires extérieurs en Europe, en France ou aux États-Unis pour en vouloir investir en Afrique. C'est pourquoi les garants que nous sommes des certificateurs de confiance qui permettent de drainer les ressources dans les pays membres. La garantie que nous offrons se substitue à la garantie souveraine des États. Parce que, en fait, les États, la situation de leur endettement, certains sont à 70%, dont le cas de viabilité de la dette pose problème. Donc, le FAGAS, à travers son ingénierie financière, essaie de retravailler ce cadre pour accompagner les États à mobiliser des ressources. Le questionnement du FAGAS, est-ce que les banques africaines ont-elles échoué? Je pense que nous pouvons repenser le banking en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la question de la perception des risques en Afrique, la question de gestion des risques en Afrique, et il faut anticiper que toutes les institutions financières, bancaires et les États se fassent évaluer en amont pour créer cette confiance, parce que l'épargne extérieure existe, mais pour mieux les captiver, il faudrait qu'on prouve que nous sommes sérieux, nous sommes rigoureux, nous sommes transparents et la redevabilité doit se faire. Le respect des engagements. Tout ça, c'est aussi pédagogique. Et j'interpelle nos partenaires tous ici présents, travaillons ensemble pour pouvoir accompagner la restructuration des institutions financières et des États afin que la gouvernance soit
la condition première d'attractivité et de mise en œuvre des programmes. Comme je disais, l'argent seul ne suffit pas, il faut l'expertise pour accompagner. Je pense que Mathilde sait pourquoi moi je cours à travers le monde pour pouvoir solliciter le renforcement des capacités de FAGAS pour qu'on soit vraiment une institution sérieuse, responsable. Au niveau financier, il n'y a pas de problème, mais nous ne peuvent travailler au cas que les spécialistes et des experts. Et il faut que ce soit de même dans les banques et dans les États, que chacun soit à sa place. Donc, nous sommes dans une communauté de destin, travailler ensemble pour pouvoir accompagner la transformation économique de l'Afrique. Voilà, merci Mathilde, et c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Engueto. La dernière question avant de passer aux questions-réponses, je me tourne vers Maxence. Aurélien a parlé tout à l'heure des innovations et du fait que les différentes agences de développement et banques multilatérales s'adaptaient aux différents besoins. Est-ce que tu peux nous parler des différents instruments qu'on voit émerger et puis des innovations financières qu'on voit de plus en plus utilisées dans la zone notamment? Et c'est aussi en lien avec ce que disait Ngueto et l'action du FAGAS. En fait, donc, les systèmes de garantie et d'assurance existent depuis très longtemps sur les marchés internationaux. Ce qu'on a vu au cours des derniers mois, c'est vraiment un ajustement du mandat, notamment des banques multilatérales de développement, pour pouvoir relancer ou lancer des solutions de garantie. Alors, forcément, les banques multilatérales de développement sont des grandes institutions, parfois qui nécessitent de temps pour pouvoir ajuster leur mandat. Et donc, c'est pour ça que dans un contexte de répétition des crises, on a vu seulement au cours des derniers mois ces volontés d'ajustement des mandats s'activer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup de garanties ne s'adressaient par le passé ou au cours des dernières années qu'à des financements de projets. On a vu maintenant, donc par exemple avec l'émergence d'une nouvelle solution de la part de la Banque africaine de développement, la possibilité de financer le budget des États en eux-mêmes. Financement du budget, donc plus de flexibilité, mais à la condition de loger ces besoins de financement dans un cadre environnemental et social, ce qu'on mentionnait au début de la conférence. Ce qu'on voit également, c'est beaucoup plus de coordination entre les institutions internationales. Par exemple, dans le cadre d'une transaction qui a été réalisée l'an dernier par le Bénin, on a vu cette solution de la Banque africaine de développement venir avec une solution d'assurance de la part de ATD, donc l'Agence pour le commerce et le développement des investissements en Afrique. À ce stade, donc on a vu des transactions se réaliser en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Rwanda très récemment avec la Banque africaine de développement. On a également vu d'autres solutions se développer. Par exemple, au Gabon, dans le cadre ce qu'on appelle un Debt for Climate Swap, l'agence américaine DFC venir sur une transaction internationale pour apporter son assurance contre le risque politique. On a également vu de nouveaux acteurs émerger en Afrique, comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, apporter une garantie avec la Banque africaine de développement à la République arabe d'Égypte pour l'émission d'une obligation sur le marché onshore chinois. Transaction assez niche, certes, mais qui marque quand même la volonté de ces institutions internationales d'ajuster en fait leur soutien. Dans le même temps, la Banque mondiale doit réactiver dans les prochains mois ces solutions de garantie, les réactiver, certaines avaient été mises en pause, et également les simplifier. Parce que ce dont on se rend compte généralement, c'est que lorsqu'un État ou un acteur économique du continent doit solliciter une institution internationale, ça peut prendre du temps de par ce process, de par
ces contraintes et ces demandes. Donc l'objectif vraiment de ces différents acteurs, en fait, c'est de simplifier les procédures pour qu'elles soient plus facilement activables, étant donné l'urgence de financement attractif. Et on a vu également plusieurs initiatives être lancées, par exemple de la part de la Suède, pour apporter également des garanties, de la part du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, des choses comme ça. Et donc en fait, l'ensemble de ces nouvelles solutions arrivent, donc par exemple dans le cadre d'exportateurs vers le continent, arrivent en complément des solutions traditionnelles, par exemple apportées par les agences de crédit à l'export. Également, il y a un point important, c'est que ce soit agence crédit à l'export ou bien entité multilatérale, généralement l'apport d'une garantie AA, AAA permet d'élargir la taille disponible pour le financement, permet d'aller chercher des maturités beaucoup plus longues, mais n'a pas toujours une implication et un intérêt fort quand on réfléchit en termes de prix et donc en termes de coût total de la dette. Et donc, généralement, il y a une équation à résoudre qui est celle du coût all-in pour les émetteurs, à savoir avantage sur le prix total de l'émission d'une garantie triple A ou de double A ou des choses comme ça par rapport au coût de celle-ci en fait. Et donc combien est-ce que l'entité multilatérale ou l'agence de crédit export va demander. Lorsqu'on fait par exemple le calcul dans le cadre du Gabon que je mentionnais tout à l'heure, au final on se rend compte que cette transaction structurée avec l'agence américaine DFC a eu un coût global pour l'émetteur supérieur à une émission simple sur le marché des eurobonds. Certes, a permis de mobiliser davantage de taille, davantage de maturité, mais donc est venu également un coût finalement commercial qui n'est pas forcément l'objectif premier des entités multilatérales. Merci Maxence, merci à tous les panélistes. On clôt ici le premier tour de table. Et merci beaucoup d'avoir chacun donné vos perspectives à la fois sur les perspectives de croissance, les différents acteurs en place, que ce soit les marchés internationaux, les banques, les marchés domestiques. Et donc, je pense que c'était une bonne occasion pour nous tous aussi d'aller dans les questions un peu plus concrètes avec ce qu'a pu faire Maxence sur les innovations financières notamment. Donc, on se tourne vers vous. Bon, on est un peu contraint par le temps, on a été plus long que prévu, hein, évidemment, mais si vous avez peut-être une ou deux questions avant qu'on puisse finaliser la session d'aujourd'hui. Mathilde, moi j'en ai trois. Premièrement, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Est-ce qu'on peut juste clarifier la chose? C'est les pays africains ont un taux d'endettement, les États africains ont un taux d'endettement public par rapport au PIB ou par rapport ou leur déficit budgétaire par rapport au PIB qui est assez nettement inférieur à ceux des pays européens, par exemple. Et néanmoins, on leur fait subir un spread ou un coût supplémentaire élevé à cela. Or, la proportion reste une proportion, même si le volume des recettes budgétaires, le volume des impôts et le volume du PIB sont faibles, une proportion restant une proportion, je ne vois pas très bien pourquoi il y a ces punitions, et évidemment, l'un entraîne l'autre. Ça, c'est la première question. Deuxième question très rapide, est-ce que le FAGAS, c'est ça, hein, le FAGAS, accorde des garanties à des projets portés par le secteur privé? Je dis bien des projets, pas le financement au secteur privé d'un financement d'un programme de l'État, mais un projet porté par le secteur privé. Et troisièmement, dans le cadre des restructurations que vous avez citées, les restructurations de dettes multilatérales, etc., est-ce que la Chine fait partie du club des prêteurs ou avec ces histoires de se présenter comme des banques commerciales, etc., est-ce qu'elle s'extrait du champ des prêteurs pour avoir un traitement favorable? Et au fond, c'est les pays occidentaux qui payent un peu le surendettement accordé par les Chinois. Voilà les trois questions. Merci. Alors, Encore répondu vite les deux dernières. Si ça convient aux panélistes, je propose que Théo commence par la troisième, ensuite que Engueto prenne la deuxième et peut-être Aurélien la première.
Donc, Ok. Bon. tu vois, En fait, donc la Chine, avec ce cadre commun, justement, l'idée était d'éviter ce que vous avez décrit. Et on a un concept qui est celui de la comparabilité de traitement, qui a été mis en œuvre de manière beaucoup plus stricte désormais. Et donc, la Chine, qu'elle soit classifiée comme officielle ou commerciale, c'est plutôt une question de processus. Et ça, avec cette application de la comparabilité de traitement de manière stricte, empêche justement la Chine d'obtenir des termes meilleurs que ceux, par exemple, du Club de Paris ou ceux d'autres Français. Aurélien, peut-être tu peux traiter la première entre-temps? Juste sur la Chine, je voudrais apporter une précision. La Chine est aujourd'hui l'un des plus gros prêteurs en Afrique et donc il est faux de penser que les pays occidentaux à la place de la Chine. La Chine essaie juste d'intérêt comme le ferait n'importe quel prêteur. Le côté bilatéral a exactement les mêmes traitements que les autres pays membres du G20. C'est sur le côté multilatéral où c'est un peu plus difficile. Et la Chine, généralement, préfère faire des négociations bilatérales avec les pays. Elle en fait d'ailleurs en permanence en faisant des restructurations de pays à pays. Sur le taux d'endettement public par rapport au PIB des pays africains, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Il n'y a pas d'explication directe, il suffit de comprendre. Euh, pour illustrer mon propos, les pays avancés les plus avancés ont eu une augmentation de la dette de plusieurs dizaines de points de PIB durant la période du Covid jusqu'à maintenant. Mais le coût de la dette, en fait, en pourcentage des revenus, a baissé durant cette période, du fait qu'ils avaient une monnaie de réserve et que les politiques des banques centrales les plus importantes soutenaient en fait cette capacité de financement. À l'inverse, les pays africains ont eu des déficits, mais leur coût de financement s'en est retrouvé, euh, ils ont détérioré, et donc avec les conséquences que j'ai expliquées sur la rigidité qui apparaît dans les dépenses avec l'augmentation du service de la dette. Donc, c'est effectivement d'un point de vue de proportion, euh, la question est pertinente, mais des conséquences, il y a vraiment une très grande différence sur les conséquences de cette accumulation de dette. Merci beaucoup. Ngeto, tu avais entendu la question qui t'était adressée? Oui, très bien, j'ai suivi le président. En fait, je voudrais effectivement confirmer que c'est la raison d'être du FAGAS de soutenir le secteur privé d'abord. Parce que même si le FAGAS est une institution multilatérale créée par les États et dont 30% du capital est réservé aux institutions non étatiques, notre raison d'être, c'est d'abord le secteur privé. Le privé africain cherche à s'industrialiser, par exemple. Nous avons accompagné beaucoup de petites industries à se mettre en place dans l'agro-business, dans plusieurs secteurs. Donc, c'est d'abord le secteur privé parce que les banques locales ou les institutions financières internationales qui voudraient accompagner des projets privés à se mettre en place exigent une garantie. Et cette garantie n'existe pas partout dans les pays africains parce que les fonds de garantie ne sont pas légion. Il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas un fonds de garantie. Ils sont obligés de faire le recours au FAGAS parce que nous sommes installés de façon sous-régionale en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est avec le siège à Cotonou. Mais nous avons également créé des bureaux d'information et de liaison dans tous les États membres qui travaillent avec les banques, les marchés financiers pour pouvoir accompagner la création de toutes petites industries et tous les PME possibles. Donc, notre première raison d'être, c'est le secteur privé. Et nous avons foi que le plus grand employeur des économies africaines, c'est l'économie rurale, qui a besoin d'être financée. Et aucune banque commerciale ne finance les crédits ruraux. C'est-à-dire les entrepreneurs ruraux qui ont besoin de développer des fermes agricoles, de moderniser l'agriculture et l'élevage, ne reçoivent aucun financement. Donc le FAGAS essaie également d'accompagner les chambres d'agriculture
à créer un secteur privé effectif. Parce que le secteur privé africain est généralement urbain. Or, le poids de l'économie rurale en Afrique, c'est 70%, où y vivent 80% de la population. Donc, nous intervenons dans les milieux ruraux, porteurs de projets, afin d'accompagner les entrepreneurs ruraux, les chambres d'agriculture à pouvoir développer un réel secteur privé rural en Afrique. Donc, nous encourageons à travers nos peer learning avec les chambres d'agriculture d'Europe, les chambres de commerce d'Europe, pour que le savoir-faire soit partagé et pour qu'on crée une sorte de partenariat de proximité entre le secteur privé du Nord avec le secteur privé en Afrique. Je vous remercie. On a aussi une question à distance, peut-être la Monsieur Ayer, Je vais lire. là, qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Je pense que c'est une question pour toi, Ndéto, à nouveau. En quoi l'assurance et les fonds de garantie peuvent être une solution à la soutenabilité de la dette? Est-il possible de renverser les destinataires des bénéficiaires en touchant directement les organisations porteuses de projets de développement autres que les États avec les financements? Il vient de répondre à ça, oui. Non, je pense que c'est déjà bien couvert. Rapidement, première chose, dans les pays que vous avez cités sur la retraite sur la dette, vous avez cité 3 pays, le Bénin, je crois, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Non, c'est des émissions. Oui, pardon, dans les émissions. Et les taux sont très différents entre ces pays. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les pays qui sont en zone CFA et ceux qui ne le sont pas? C'est la première chose. La deuxième chose, vous n'avez pas pu parler des pays de l'AES. Aujourd'hui, comment, au niveau international, ces pays sont traités, la dette, etc. Et enfin, quand on vous entend les uns les autres, c'est quand même pas très positif. En fait, ça, c'est-à-dire ça, c'est quand même un peu angoissant. Et je me demande, est-ce que on ne va pas vers un autre abandon de la dette, comme on les a connus il y a quelques années avec le Club de Paris, le Club de Londres? Est-ce que c'est pas une éventualité qu'il ne faut pas écarter? Déjà, juste simplement sur la question de est-ce qu'il y a une crise systémique de la dette? Le FMI a publié un article extrêmement intéressant qui compare la situation actuelle dans les pays pauvres à celle pré-PPTE, l'initiative des pays pauvres très endettés. Et il conclut en regardant tous les indicateurs de soutenabilité de la dette, qui sont pas seulement dette sur PIB, mais aussi vis-à-vis des recettes fiscales, des exports, des réserves et que sais-je. Et il montre qu'on n'est pas encore au même niveau. Et que les, euh, les vulnérabilités liées à la dette sont peut-être plus condensées dans un plus petit groupe de pays qu'on a pu le voir dans les années fin 90. Donc il y a des débats en cours là-dessus, mais le FMI juge de manière quantitative qu'on n'est pas encore au point de bascule. Mais que la tendance actuelle, on y est si on ne change rien, avec notamment, on disait qu'il n'y avait pas de nouveau financement, etc., on y arriverait d'ici 5 ans, grosso modo. Peut-être sur les transactions, donc Côte d'Ivoire, Bénin, Kenya, et est-ce qu'il y a différenciation de traitement entre CFA et le reste? En fait, lorsqu'on regarde la dynamique au cours des dernières années, on se rend compte que les meilleures performances, notamment en termes de rating, ont été Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, et que, Aurélien pourra en parler, mais clairement dans l'esprit des investisseurs, en fait, il y a un fort intérêt pour cette zone-là. Un fort intérêt parce que la dynamique économique est bonne, parce que le marché domestique a pu absorber ou apporter une partie de la liquidité qui manquait pendant les périodes de Covid et d'autres chocs externes, et également parce que ces pays ont fait preuve d'un engagement très actif avec les investisseurs. Et donc, dans une période de stress, le dialogue et l'ouverture avec les investisseurs a été Maintenant, la solidité de la monnaie et l'inflation. Exactement. Le franc CFA, c'est pas. Quand vous comparez la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui est une économie très comparable,
Vous voyez bien la différence en matière de tenue de la monnaie entre la monnaie ghanéenne et la monnaie ivoirienne. Non, mais ça, Je c'est vrai pense que que pour un investisseur, c'est plus facile d'investir dans une monnaie comme le franc CFA, dans un pays CFA convertible, Mhm. avec une garantie de convertibilité et de Mhm. change, que dans une monnaie fluctuante comme le cedi ghanéen. Cela dit, très peu de participation étrangère sur les marchés domestiques parce que certes, la monnaie est convertible, mais les taux sont extrêmement bas. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller acheter de la dette domestique pour un investisseur étranger au Bénin qui émet à 6-7% quand les eurobonds étrangers, sans la notion de convertibilité, sont à peu près au même niveau. Mais cela dit, en effet, pour les investisseurs étrangers, ils sont très surpris de voir qu'il y a des débats sur est-ce qu'il faudrait arrêter le franc CFA. Parce que pour eux, quand ils le regardent de l'extérieur, d'un point de vue de balance commerciale externe, inflation, etc., ça a été très positif. L'inflation, ouais, évidemment. On sait bien que le débat sur le franc CFA est essentiellement un débat politique, Exactement. Et la économique. dernière question sur les pays de l'AES, là. Il y a quelqu'un qui peut répondre? C'est pas des pays qui aujourd'hui émettent sur les marchés, donc on n'a pas nécessairement. Ouais, c'est compliqué de voir. C'est pas des Après, pays qui émettent sur les marchés internationaux aujourd'hui. Ah, Aurélien, je crois que compléter. Aurélien. Oui, Aurélien. et, je suis lead analyst en charge du Mali, donc c'est quelque chose que l'on suit de près, également parce que c'est des membres d'institutions internationales comme la Banque ouest-africaine de développement ou la banque qui finance les investissements sur la CEDEAO. Donc, on note également le Niger. Donc, le Mali et le Niger ont fait défaut. C'est un défaut. Donc, les investisseurs, y compris les banques multilatérales, il n'y avait pas de dette commerciale, mais extérieure, mais il y avait de la dette commerciale sur le marché régional du fait des sanctions. Il y a eu une perte qu'ont subi les investisseurs. Donc, ces pays, aujourd'hui, ont créé ce qui s'appelle avec le Burkina Faso, qui n'est pas noté, mais ont créé une alliance à l'intérieur des blocs régionaux et ont annoncé qu'ils allaient quitter la CEDEAO, ce qui peut créer quand même un impact certain, en particulier sur la banque de la zone CEDEAO. Actuellement, il est clair qu'on assiste plutôt à un durcissement de ces régimes, en particulier au Mali qui a suspendu la, l'activité des partis politiques, et donc probablement un abandon de la feuille de route pour le retour à un gouvernement civil. Il y a des tensions régionales entre ces pays et les deux blocs régionaux que sont l'UMOA la CEDEAO. Et bien sûr, ces pays, parce qu'ils ont eu des coups d'État et des régimes militaires, reçoivent moins de soutien qu'attendu ou comparativement à la situation précédente de la communauté internationale, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus dépendants du marché régional de la zone CFA, avec des maturités qui diminuent et donc qui augmentent le risque de liquidité. Maintenant, le Niger, lui, va avoir bientôt des revenus avec sa production pétrolière et le Mali est engagé comme tous les pays de la zone, sur une consolidation budgétaire, mais il va rester des pressions sur les dépenses en termes de sécurité et sociales aussi. Donc, c'est quand même des crédits qui, actuellement, on a une note de CA et CA 3 sur le Niger. Donc, c'est des notes très basses et des crédits qui sont très faibles pour l'instant. Vous avez mentionné la montée en puissance des banques panafricaines. Comment se financent-elles elles-mêmes? Quelles sont leurs ressources? c'est une question très intéressante parce que c'est également le nerf de la guerre pour elles. Et on le voit par exemple dans les opérations de commerce international, où en fait elles ont encore du mal à être compétitives de façon réelle, euh, notamment en valorisant des garanties de la part de partenaires. Pourquoi est-ce qu'elles ont du mal à valoriser ces garanties? C'est parce qu'elles restent contraintes par leur coût de financement. Donc les financements actuellement, les sources de financement en fait, c'est de la source commerciale, le marché interbancaire y compris international.
Ce qui est intéressant, c'est que de par leur positionnement et aussi au fur et à mesure qu'elles démontrent en track record, elles ont accès à des poches de financement auprès des entités multilatérales, à des taux commerciaux, mais qui viennent généralement à des taux plus attractifs quand même que ce qu'elles peuvent obtenir de la part des banques internationales. Mais c'est encore une réalité, effectivement, actuellement, qu'elles ont du mal à apporter des financements qui soient aussi compétitifs que les banques internationales. Même si elles bénéficient généralement d'une bonne compréhension du marché local et elles arrivent à valoriser en fait cette compréhension de la dynamique économique, de la dynamique financière, etc. Et qui n'est pas encore suffisant pour pouvoir s'aligner sur leurs compétiteurs internationaux. Oui. Dernière. C'est la dernière. C'est grave. Je voudrais m'adresser au directeur général du FAGAS, qui a évoqué un des freins à l'investissement privé, parce que ici nous sommes comme la plupart des représentants d'entreprises investis en Afrique. Son intention, je suis investi en Mauritanie, donc j'irai peut-être vous voir, parce que la Mauritanie fait partie de notre champ d'activité dans l'agriculture. Et donc là, vous évoquez les garanties, c'est un vrai frein, effectivement, l'absence de garantie, mais il y a d'autres freins qui empêchent l'accès au financement, qui sont d'une part le financement d'études qui sont exigées par les institutions financières spécialisées comme la SFI, la Proparco, la DG, etc., pour présenter des dossiers bancables. C'est non seulement une étude de faisabilité, mais c'est une étude sur l'environnement, sur les aspects sociétaux, etc. Ça coûte assez cher et le promoteur n'a pas toujours la compétence, le temps et l'argent pour mener à bien ses études. Et le deuxième frein, c'est le ticket d'entrée. Très souvent, les institutions spécialisées, je ne parle pas de certains fonds d'investissement ou du microcrédit, mais je reviens sur la SFI, la DEG, la Proparco, la BUI, etc., ont des tickets d'entrée élevés. Ils n'interviennent pas, par exemple, à moins de mettre à 5 à 10 millions d'euros, de dollars dans un projet qui doit en faire 25, par exemple. Donc, comment vous, Fagas, vous voyez les choses de votre côté, soit pour prendre en compte ces projets plus petits qui ont des problèmes pour financer à la fois les études et pour intéresser les bailleurs de fonds. Est-ce que vous avez une action dans ce domaine pour favoriser l'investissement de la petite et moyenne entreprise en Afrique, dans tous les secteurs, et en particulier dans l'agriculture? Monsieur le directeur général. Oui, très bien, Monsieur le Président. Très belle question parce que c'est notre raison d'être, parce que nous sommes en train de réinventer le mécanisme de financement des économies en Afrique, parce que nous avons touché du doigt là où cela pose problème entre les banques et les porteurs de projets. Et quand vous parlez de la Mauritanie, effectivement, la Mauritanie est membre du FAGAS et nous avons accompagné l'État de la Mauritanie et la Banque centrale à créer un Fonds national de garantie. Ce Fonds national de garantie était produit dont le FAGAS a apporté son expertise technique. Nous avons reçu les cadres en immersion pendant 6 mois et déjà ce fonds de garantie est mis en place et nous participons en termes de co-garantie et de regarantie avec ce fonds national de garantie. En ce qui concerne les études, effectivement, c'est la condition préalable. Les investisseurs traditionnels exigent d'avoir un business plan bien monté et qui donne des perspectives positives. Nous avons des partenaires stratégiques, notés aussi AAA sur le marché, comme la BADEA. La BADEA Travail, c'est un partenaire stratégique du FAGAS. Et nous faisons beaucoup de choses ensemble, comme action préalable pour pouvoir accompagner les PME dans le cadre d'une coalition des institutions financières africaines qu'on a mise en place récemment. Nous travaillons aussi avec la BID et son agence d'assurance ISEC, ainsi que nous travaillons aussi avec la BOAD, avec la BDAC et avec d'autres institutions financières internationales, même avec l'AFD. Donc voilà. Donc, nous recherchons à travers nos partenaires des pays du Nord, comme Wagas à Paris, des ressources pour aider
à réaliser les études, toutes les études, business plan, études d'impact, à travers les fonds verts, par exemple. Donc, avec le groupe Wagas à Paris, nous discutons avec des partenaires financiers qui peuvent allouer à chaque pays une enveloppe destinée euh, à faire des études pour que les porteurs de projets du secteur privé puissent être à l'aise à discuter avec les partenaires traditionnels du continent. Mais le plus gros problème, ce qui nous a amené à créer l'Institut du FAGAS, c'est amener les porteurs de projets à savoir mieux négocier. C'est-à-dire non seulement les études peuvent être faites par des cabinets, mais que les porteurs de projets même soient outillés à s'approprier de cette étude-là pour mieux convaincre. Donc, l'Institut du FAGAS, c'est un centre de renforcement des capacités, d'échange d'expériences entre les privés des différents pays qui se retrouvent ici, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays du Nord. Donc, l'aspect échange d'expériences que nous développons à l'Institut du FAGAS permet aux investisseurs et aux entrepreneurs des autres pays ou des pays du Nord d'échanger leurs expériences, les meilleures pratiques pour pouvoir réussir. Et surtout, quand un projet est bien ficelé, la banque n'est pas frileuse. Et étant donné que le FAGAS apporte déjà 50% de garantie, cela met encore la banque plus à l'aise pour avancer. Et sur le marché financier, nous apportons 100% de garantie. Récemment, en Côte d'Ivoire, il y a une grande société qui intervient dans la filière cacao que nous avons accompagnée et nous avons fait une ingénierie innovante. Et je peux citer Solea. Solea, qui est une grande société française qui intervient en Côte d'Ivoire et avec laquelle nous avons mis en place un mécanisme innovant pour soutenir cet agrobusiness. Donc, je vous rassure, et le FAGAS est ouvert à continuer à discuter bilatéralement avec vous. Et je vous ai promis une visite la dernière fois, mais je le ferai. Mais nous sommes ouverts pour vous accompagner, même être la porte d'entrée en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Peut-être que tu veux faire un dernier mot. Merci. Mathilde. Merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Bravo. C'est pas les listes en ligne. Merci Aurélien, merci Ngueto. Merci, Victor. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup.